Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine également. Nous parlons entreprise aujourd'hui, lundi. Alors, vous savez, pour faire évoluer son entreprise, tout entrepreneur a en tête de communiquer. Communiquer autour de ses produits, communiquer autour de ses services, communiquer sur son entreprise tout simplement pour mieux se faire connaître. Alors, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Comment choisir la bonne communication par rapport à ce que l'on fait au sein donc de la société? Nous allons en discuter avec nos invités ce matin. Émeric Okupeli, bonjour. Bonjour Bounel Adé aussi, bonjour chers amis téléspectateurs. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être là. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, comme Oui, je le disais. ça peut aller. Sur le plateau également, Alexis Nyanguenon, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien? Un plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes le directeur général de BG Communication. Vous êtes le vice-président de l'Association des agences de communication du Bénin. Merci d'être avec nous. Exact, merci. Coach Justino Vieira, bonjour. Brunel Moinade aussi, bonjour. Monsieur Alexis, bonjour. Cher ami, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? La pleine forme, toujours. Un plaisir toujours de vous retrouver sur nos plateaux. Plaisir. Des entreprises. Merci d'être avec nous. Alors, la communication des entreprises. Déjà, c'est vrai que sur certains plateaux, nous avons quand même parlé de communication. Néanmoins, nous allons nous centrer davantage sur les organisations, sur les entreprises aussi, pourquoi pas. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre la communication des entreprises quand on le dit ainsi? Alexis Nyanguenon. Merci. La communication des entreprises, c'est d'abord une bataille pour la visibilité, une bataille pour la notoriété, une bataille pour l'image. En 3 mots, c'est comme ça. En fait, pour exister, vous devez être connu. Oui. Pour exister, vous devez être accepté. Pour exister, vous devez séduire en quelque sorte. Mais pour tout cela, il faut communiquer. En quelques mots, c'est aussi simple que ça. Oui. Très bien. Émeric? Je partage entièrement la définition du directeur par rapport à la communication d'entreprise. Il faut dire seulement que quand on parle de communication d'entreprise, c'est d'abord une organisation interne qui vise à vous donner certaine visibilité, à vous donner certaine autorité auprès du public, auprès de ceux qui, en tout cas, de votre cible, tout simplement. Coach Justino. Merci. Je fais mienne l'observation ou la définition donnée par M. Nyanguenon. Cependant, il est utile de remonter un peu plus haut pour parler d'abord de la communication. Communiquer qui consiste à transmettre un message dans le but de susciter une action. Bien sûr. Et si nous parlons des organisations, nous définissons l'organisation comme une unité qui combine les moyens de production. Mais dans cette combinaison, la combinaison est indispensable, puisqu'il ne peut y avoir combinaison. Qui parle de combinaison dit pas d'interaction, pas de convergence. Oui. Mais la communication est un pont qui crée des liens. Alors, pour être plus précis maintenant, on dira que la communication des entreprises, c'est toute forme de stratégie, toute forme de moyens qu'utilise une organisation. Et pour rester dans le thème une entreprise, alors, pour transmettre un message dans son environnement, qu'il s'agisse bien entendu de son environnement interne que de son environnement externe. Et cela permet par ailleurs à l'entreprise de renforcer sa notoriété. Mais avant qu'on ne parle de la notoriété, il faut parler de l'image. Puisque l'image n'est pas la notoriété. L'image peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Et lorsqu'elle est bonne, on parlera alors de la notoriété renforcée. Très bien. Alexis, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voudrais dire, la communication est un élément des 4 P. Le mix marketing. Bien entendu. Donc, dans l'entreprise, vous avez le produit, le service, n'est-ce pas? Vous avez le prix, la distribution, la promotion. Et la communication est ce moyen efficace dont disposent les entreprises pour promouvoir leurs services, leurs produits et leur image. Bien entendu. Donc, c'est un mix, tout est ensemble. Est-ce que vous voyez?
Très bien. Donc, ce qu'il a dit, c'est juste. Je voudrais juste enchérir cela. Alors, je voudrais peut-être inviter nos téléspectateurs à réagir également sur nos échanges sur le 98 80 93 111. Au cas où il y a des entrepreneurs qui nous suivent, au cas où il y a des chefs d'entreprise qui nous suivent, s'ils veulent bien réagir en direct sur le plateau ou encore nous envoyer leur message via WhatsApp sur le 55 01 82 91. Le 55 01 82 91. Alors, quand on parle de communication d'une entreprise, est-ce qu'on peut dire qu'il y a l'entrepreneur a différents choix pour choisir en fait le type de communication qu'il lui faut, Alexis? Merci. L'entrepreneur n'a pas trop de choix. Et ce que nous demandons aux entrepreneurs, c'est de ne pas faire de l'automédication. Qu'est-ce que j'appelle l'automédication en communication? On est entrepreneur, on demande à intervenir sur un plateau de télé ici, radio là-bas, tout ça. Non, c'est du bricolage. La communication, c'est exactement comme si vous, madame, vous avez votre médecin, c'est à lui de venir faire un diagnostic, dire vous souffrez de telle maladie, ou presque une thérapie, et mettre en œuvre une stratégie de soins. Et là, vous serez guéri. Alors, tout le monde pense que, comme tout le monde parle, comme tout le monde bavarde, si vous m'excusez, donc on pense que tout le monde communique. Et je suis entrepreneur, l'essentiel, c'est de me faire voir sur un plateau de télévision. On m'appelle après pour dire, je vous ai vu, vous êtes beau. Non, c'est pas ça la communication. Pour une entreprise, quelle qu'elle soit, doit faire recours à une agence de communication. Une agence de communication, c'est un professionnel de la communication qui sait poser un diagnostic, dire de quoi vous souffrez et intervenir en tant que professionnel et vous apporter les solutions adaptées. Et dommage qu'ici au Bénin, tout le monde communique dans tous les sens. Et finalement, communiquer, c'est gaspiller de l'argent. Ce n'est pas du tout ça. Il y a des agences de bonne réputation, très compétentes, professionnelles, ici au Bénin, qui peuvent aider tous les entrepreneurs, quel que soit leur niveau, c'est ce que j'allais dire. Quelles que soient leurs finances. C'est un peu comme tout ce qu'on fait, un peu comme on le fait dans la construction. Chacun se lève, il a une petite parcelle, il commence pas à monter des murs, il est en même temps chef au chantier, il est en même temps architecte. Non, faites venir un architecte et il va vous faire le design de votre votre bâtiment. Voilà. Très bien. Alors, coach Justine. Merci. Est-ce que l'entrepreneur a en face de lui plusieurs choix, plusieurs possibilités, plusieurs options? La réponse est bien entendu est dubitative. On peut dire oui, on ne peut pas dire de façon tranchée, comme on ne peut pas dire non de façon tranchée. Cependant, il faut reconnaître que pour éviter tout cet amalgame, pour éviter tout ce méli-mélo, ce dilemme, il faut faire recours à une agence de communication. Il faut faire recours. Mais comme je me plais à le dire, tout entrepreneur doit avoir une certaine base, le minimum qu'il faut, la polyvalence qu'il faut, afin que lorsqu'il sera se retrouver devant le communicateur professionnel ou le communicant, qu'il puisse être en mesure, même s'il est néophyte, même s'il est déphasé de tout, qu'il puisse être à dire, j'ai un minimum. Sans minimum, vous êtes a priori vaincu. Je dis toujours ça. Alors, dans ce sens, selon votre produit détermine le sens de votre communication. Aujourd'hui, M. Yangen l'a si bien dit, la communication via les médias n'est pas appropriée pour tout type d'entreprise. Et c'est ça qui va nous amener à faire le distinguo selon qu'il s'agisse de la communication média ou de la communication hors média. Et lorsque nous parlons de la communication média, c'est que vous adressez à un public de masse, à un public a priori incertain, à un public qui n'est peut-être pas et ne sera peut-être jamais vos clients. Alors, c'est votre produit qui détermine le sens de votre communication. Lorsque nous parlons de la communication média, il faut prendre appui sur les 6 supports. Bon, traditionnellement, d'accord, c'est 5. Mais aujourd'hui, nous sommes à 6, puisqu'on nous parlera du journal, on nous parlera du cinéma, on nous parlera de la télévision, on nous parlera de la radio. Mais il y a aussi l'Internet qui aujourd'hui prend de la place énormément. On dira peut-être plus qu'il n'en faut. À la limite, qui est en train d'éteindre. Mais rassurez-vous, l'Internet ne parviendra jamais à éteindre ni la radio ni la télévision. Alors, selon votre produit, est-ce que vous voulez vous adresser à un public de masse,
Est-ce que vous voulez vous adresser à un public restreint? Et lorsque vous serez dans l'obligation ou dans vous ferez le choix de vous adresser à un public restreint, un public précis, bien ciblé, vous conviendrez avec moi que la télévision n'est pas forcément le meilleur canal. Alors, il faut aller vers les communications aux médias, qui est une forme de communication directe, où vous avez la chance d'avoir en face de vous vos prospects, qui, avec votre marketing, avec vos stratégies, finiront par être vos clients. Et lorsque nous parlons de la communication aux médias, on peut citer le parrainage. Lorsque vous parrainez des événements, on peut citer le mécénat, on peut citer le sponsoring, on peut citer, bien entendu, les expositions, notamment lorsqu'il s'agit des expositions de salon ou des expositions de foire. Donc, tout ça sont des voies, sont des options de communication, mais un entrepreneur ne peut pas tout embrasser et se disperser. Il faut, par de conclusion, aller vers un spécialiste comme M. En fait, moi, je continue toujours d'affirmer que si vous demandez à un entrepreneur d'avoir peut-être les bribes en communication, c'est un peu comme vous lui demandez, à part l'arithmétique qu'il peut faire en comptabilité, après il ne peut rien faire en comptabilité. C'est pas parce que vous êtes entrepreneur que vous êtes gestionnaire des ressources humaines, vous êtes comptable, vous êtes... Mais en savoir quelque chose vous permet quand même je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement sophistiqué que c'est trop demander à un entrepreneur de dire il faut connaître ci, connaître ça. Parce que, vous savez, il a ce qu'on appelle l'intuition professionnelle. Quand moi, je ne suis pas à vous vendez, dites-moi ce que vous voulez, ce que vous vendez. Vous ferez le reste. Pourquoi? Parce que je connais, comme il le dit, moi je connais les cibles. Je connais vos cibles mieux que vous. Je connais le marché. Je connais vos concurrents. Je connais les besoins du marché en communication et en produits. Donc, moi, je fais une analyse diagnostique profonde. Ce qui fait que, en fait, c'est un peu comme si l'automédication n'est jamais une bonne. Je vous comprends, monsieur Alex. Prendre l'aspirine ou le paracétamol, ça ne veut pas dire que vous pouvez vous soigner. C'est vrai. Vous prenez ça en attendant d'aller chez le médecin. Bien sûr. Mais il y a un constat qui se fait, un constat qu'il faut doiter de la main gauche, qu'il faut contester. C'est que lorsque le chef d'entreprise ou l'entrepreneur se remet à une agence de communication, vous voyez, il lui-même vient dans une passivité, il s'en lave les mains et dit, c'est mon agent de communication qui dit. Or, la première personne qui incarne une entreprise, qui incarne un produit, c'est d'abord le chef d'entreprise, ce n'est pas d'abord l'agent de communication. Donc, l'agent de communication travaille à ce que, lorsque vous voyez le chef d'entreprise qui sont en mesure de parler de son produit, aujourd'hui vous voyez des chefs d'entreprise qui sont incapables de vous parler de leurs produits. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas l'art qu'il faut, ils n'ont pas le savoir qu'il faut pour en parler. Donc, l'agent de communication, un peu comme le médecin, qui prescrit des médicaments, mais finalement, c'est le patient qui prend les médicaments. Ce n'est pas le médecin qui boit. Donc, l'agent de communication travaille à structurer l'entrepreneur pour qu'il soit un bon vendeur, même si à la base, il n'est pas communicateur. Je reviens là. Oui. Je vais quand même d'abord donner la parole à Émeric d'abord. Je sais que vous voulez réagir. Mais Émeric, qui est entre ces deux manières de voir, peut-être en tant que journaliste aussi, en tant que communicateur aussi, a un regard sur cela. Oui, il faut dire que quand on parle de la communication, c'est un sujet très passionnant. Hein. Je crois que les deux invités sur le plateau font preuve de cela. Je crois que dans toute entreprise, d'abord quand on parle de communication, c'est un échange. Hein. Il faut s'assurer que ce que vous passez comme message, comme information, parce que la communication aussi c'est informer. Ce que vous passez comme information, vous ayez le retour. Quand vous communiquez que vous n'avez pas le retour, je dirais... Vous ne reconnaissez pas son efficacité. Vous ne reconnaissez pas son efficacité. C'est une catastrophe, justement. Donc, forcément, il faut que ce que vous communiquez, vous puissiez avoir le retour. Donc, je crois que c'est un message, c'est un échange qu'il faut absolument faire en sorte que des balises soient entourées autour pour que la stratégie
quand on parle de communication, c'est aussi une stratégie. Il faut avoir la stratégie qu'il faut afin que vous puissiez toucher réellement la cible que vous comment dit-on, que vous avez identifiée. Voilà. Donc, je crois que quand on parle d'entreprise, c'est au-delà de ce que nous savons. Tout le monde ne veut pas être... quand on parle de communication, c'est au-delà de ce que nous faisons en tant qu'amateurs. C'est vrai tout entrepreneur doit avoir quand même une certaine base en tout cas de tout ce qui a rapport avec la communication, mais le mieux c'est de pouvoir, comment dit-on, s'adresser à un professionnel du domaine, de pouvoir aller se faire consulter par un professionnel de la communication pour pouvoir avoir les instruments qu'il faut, les astuces qu'il faut pour pouvoir développer une bonne communication, parce que quand on communique mal, le revers est catastrophique. Oui, Alexis Signaka, vous vouliez réagir tout à l'heure. Oui, vous savez, un entrepreneur peut être un génie dans son business, mais nul en communication. Parce que la communication, c'est même le silence. C'est aussi le problème. C'est votre façon de vous habiller. C'est la façon de mettre vos verres, tout ça. Donc, ça aussi, ça s'apprend. On peut être génie dans un business et être nul en communication. Surtout en communication d'entreprise, c'est dangereux. Et c'est ça aussi, vous savez, et comme parler, c'est communiquer. Je suis d'accord. Tout le monde pense que, tous les entrepreneurs pensent que, ou certains entrepreneurs pensent qu'il suffit qu'ils parlent, ils ont communiqué. C'est grave. Parce que tout est communication. Même votre façon de regarder est communication. Mais vous faites attention. Parce que parfois vous avez conscience ou vous dites des choses volontairement, mais qui ont des répercussions contre vous. Parce que vous ne maîtrisez pas votre communication. Donc moi, j'insiste là-dessus. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de poser un diagnostic, c'est-à-dire que votre médecin, en quelque sorte, vient vous consulter, vous pose un diagnostic. Comment ça se fait C'est simple. Oui. Alors, quand vous appelez votre médecin, vous dites, moi j'ai les maux de tête, j'ai les fièvres souvent, ainsi de suite. N'est-ce pas, madame? Alors, le médecin, si vous avez les maux de tête, peut-être que vous avez une grossesse, ou peut-être que vous avez le paludisme, ou vous avez la fièvre typhoïde. Il va commencer par faire un prélèvement sanguin pour passer à des analyses. Oui. Quand vous dites à un spécialiste de la communication, à un agencier, comme on l'appelle vulgairement, vous dites, moi, je suis de tel secteur d'activité. Voici les services que je vends. Voici les produits que je vends. Je suis au début, qu'est-ce que je dois faire? Parce que mon objectif, c'est de vendre. Et moi, je sais à l'avance que quand vous êtes dans un secteur, c'est de vendre, c'est de gagner de l'argent. Alors, je vais vous faire ce qu'on appelle une stratégie de communication. Je ne commence pas à réfléchir. Je vais sur le marché, analyser les produits, les concurrents directs, les concurrents indirects, votre réseau de distribution, les prix, la qualité de vos produits par rapport à la concurrence. Et après, je vais vous dire, voilà, sur ce marché-là, voici la concurrence, voici les problèmes qui existent. Si vous voulez vendre, faites un peu de réduction sur vos prix. Si c'est possible. Oui. Si ce n'est pas possible, de temps en temps, on va faire des promotions de Pâques, des promotions de 8 mars. Donc, je vais vous proposer une stratégie à court, moyen et à long terme. Et la communication, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas parce que vous êtes venu me voir aujourd'hui, demain, c'est fini, votre caisse est remplie d'argent. Non. Parce que c'est là les contraintes de la communication. Il faut de l'argent pour faire, mais il faut aussi du temps. Et la réflexion qui précède toute action de communication est importante et stratégique. Parce que dans la précipitation, dans l'improvisation, vous ne pouvez pas obtenir de résultats. Donc, le diagnostic que je vous pose, le travail que je ne compte pas faire aujourd'hui, ça peut avoir seulement des effets peut-être à la fin de l'année. Mais quand ça prend bien. Nous avons depuis 22 ans, avec des entreprises basées en Côte d'Ivoire, nous sommes l'agence ici au Bénin, ça fait 22 ans que l'entreprise travaille avec nous. 22 ans, depuis 2000. Et l'entreprise continue de travailler parce qu'ils savent que sur ce marché-là, on maîtrise les paramètres. Et ça, c'est très important. Donc, les entreprises doivent avoir la patience de confier leur communication à des professionnels et attendre des résultats.
Sans oublier que c'est une question de moyens aussi. Hein. Mais quels que soient les moyens de l'entreprise, moi, je travaille avec tout le monde dans ce pays, même les débutants, tout ça, parce que nous les inscrivons, un peu comme le médecin, c'est pas parce que vous êtes pauvre que vous allez voir un médecin, il dit non, je ne veux pas vous soigner. Au lieu de vous prescrire peut-être des spécialités, il va vous prescrire des génériques. Mais ça, on a son effet. Nous aussi, on est comme ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a des stratégies génériques. Il faut avouer, il y a 2 freins qui empêchent l'entrepreneur de se confier à un spécialiste. Les 2 freins sont les suivants. Le premier, on pense à tort que se référer à une agence de communication, il faut avoir un pactole, il faut avoir des revenus, il faut être riche. Oui. Parce que, c'est vrai, dans communiquer, il faut dépenser. Nous n'allons pas leurrer devant l'écran. Il faut dépenser. Mais, il y a ces agences qui accompagnent, qui ont des plans d'accompagnement pour les entreprises spécifiques aux entrepreneurs. Ça, c'est le premier frein, volet financier. Deuxième frein, le temps. On voit que ça prend trop de temps. Ah, j'ai dépensé 500 000 avant-hier, ça veut dire 1 mois, je n'ai pas eu le résultat. Mais M. Yangano a dit quelque chose qui est utile et ça vient davantage apporter de l'eau à mon moulin. Lorsqu'il dit communiquer, c'est aussi savoir garder le silence, votre manière d'habiller, votre démarche, en prenant les gens sur les verbes, bien entendu. Il faudrait que l'entrepreneur fasse alors un travail sur lui-même. Il ne faudrait pas qu'il reste dans l'abstraction pour dire, c'est mon agent de communication qui gère. Parce qu'en le faisant ainsi, il détruit sans le savoir. Le travail qui est fait. Formidable qui est en train d'être fait par l'agent de communication. Et c'est pour ça, je reviens pour dire, il faut davantage impliquer l'entrepreneur, le chef d'entreprise dans la communication, parce que même de façon technique, il y a toujours des échanges. Ce n'est pas parce que le professionnel de la communication est dans son univers et vous impose des choses. Il y a toujours des séances, plusieurs séances. Donc, tout se fait en complicité avec l'entrepreneur ou le chef d'entreprise. Très bien. Oui. Donc, c'est exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire que je mets en place une stratégie de communication. Les clients commencent par appeler pour se renseigner, mais votre stratégie répond mal. C'est ça. Oui. Alors je vous dis, monsieur, j'ai tel retour, il faut la virer. Bon, si dans le meilleur des cas, trouvez-lui un boulot à la cuisine. Si vous en avez, c'est bien ça. Bien sûr, c'est ça. C'est bien ça. Donc, en fait, il faut que l'entrepreneur soit prêt, en réalité, à changer des choses pour que la stratégie puisse fonctionner. Très bien. Alors, quand on parle de communication au niveau des entreprises, à quel moment est-ce qu'on sent... C'est vrai qu'au début, on veut quand même se faire connaître et autres, mais pour une entreprise qui est sur la place et qui a quand même déjà une certaine expérience, à quel moment on sent le besoin de venir, bien de reprendre encore une communication? Bien. Il n'y a pas un moment précis pour commencer par communiquer dans une entreprise. Lorsque l'entreprise naît, l'entreprise va commencer par communiquer. Mais doit-il s'approprier tout type de communication? La réponse est non. Aujourd'hui, lorsque je dis tout dépend du niveau de votre produit. Lorsque votre produit est à la phase dilemme, c'est à la phase débutante, c'est bien ça vient de commencer, vous n'allez pas adopter la même stratégie qu'une entreprise qui existe il y a 10 ans. Son produit est aujourd'hui un produit vedette qui a déjà pris de la place, qui est dans le cœur de la population. Donc, selon le type et le niveau de votre entreprise, il y a toujours une communication appropriée. Cependant, il y a des rubriques précises sur lesquelles il faut plus miser. L'entreprise qui est à la phase débutante, peut-être qu'il faut agir sur l'innovation, peut-être qu'il faut agir sur les prix, il faut appliquer peut-être un prix d'échelon, il faut peut-être appliquer un prix d'écrémage, selon le type et selon la cible que vous recherchez. Et davantage, aujourd'hui, communiquer, on table plus sur la communication de masse. Mais dans la communication de masse, ce n'est pas forcément votre cible qui vous suit. Raison de plus pour se référer à un professionnel. Très bien. Communication de masse, oui, Alexis. Oui. Merci. Votre question est intéressante parce que à quel moment il faut communiquer? C'est un peu comme si vous dites, quand un bébé naît, à quel moment il doit crier ou à quel moment il doit respirer. Il doit communiquer tout le temps, il doit respirer tout le temps. C'est exactement ça. Mais, pas, comme il le dit, je suis d'accord avec lui, pas de la même façon. À chaque étape, un type de communication spécifique. La communication, ce n'est pas pour gaspiller les ressources, c'est pour les utiliser rationnellement au service de l'entreprise pour avoir des retours sur investissement. Donc, il n'y a pas... À quel moment Coca-Cola va arrêter de communiquer?
Bon, encore que Répondez-moi à cette on question. communique Répondez pour à lui. cette question. À quel moment Coca-Cola va arrêter de communiquer? Encore que nous venons de Nous communiquer pour venons de lui. communiquer pour lui. Voilà. Bon. C'est bien ça. Donc oui, les entreprises doivent communiquer tout le temps. Mais est-ce qu'en réalité, en tant que consommateur, quand on voit tout ce qui se passe sur les écrans, on a parlé de tout type de communication aujourd'hui à la télé, à la radio et même sur Internet, nous sommes tout le temps sur nos appareils téléphoniques. Est-ce que la manière de communiquer des entreprises nous agrée, Émeric? Oui, pas la manière de communiquer de toutes les entreprises. Parfois, il y a des entreprises qui font de la surcommunication. Hein, et parfois même ça vous... Parce que c'est vrai qu'il faut communiquer, mais il faut communiquer sur du bon. C'est vrai que quand on parle aujourd'hui de la communication, surtout en entreprise, aujourd'hui c'est incontournable. Hein. Si vous voulez, vous pouvez être un débutant dans le domaine, mais votre manière de communiquer fera en sorte que vous pouvez vous imposer en un laps de temps. Donc je crois que quand on parle aujourd'hui de la communication, elle est aussi importante que même quand vous êtes, comment dit-on, quand vous êtes nouveau dans le domaine, il faut quand même que ce que vous faites, vous puissiez le vendre. Maintenant, au niveau des, comment dit-on, du public, des personnes qui sont touchées par votre communication, je pense que ce qui pousse peut-être les gens à s'intéresser à ce que vous faites, ce n'est pas l'outrance de la communication que vous faites, mais c'est peut-être la plus-value que vous apportez dans ce que vous faites. Donc je crois que tout est une question de stratégie, tout est une question d'organisation. Parce que quand vous voulez venir, il y a déjà le marché qui existe. Maintenant, comment il faut faire pour qu'en un temps record, vous puissiez vous imposer? C'est ça. Et c'est vous-même en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, vous ne pouvez pas définir cela. Tout, il faut faire recours à des gens qui sont dans le domaine, qui sont bien assis, qui connaissent le domaine pour vous orienter, pour vous baliser le terrain en quelque sorte. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le public dont on parle est aujourd'hui plus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est pourquoi quand on veut parler de la communication en entreprise, il y a des gens qui ciblent plus l'Internet, parce qu'aujourd'hui, l'Internet regroupe en quelque sorte tout. Vous allez sur Internet, vous avez presque toutes les formes de communication, tous les types de communication qui sont sur Internet. Donc, en tant que consommateur, en tant que simple citoyen, ce qui me permet d'aller vers une entreprise qui communique autour d'un produit, c'est ce qu'il apporte de plus, c'est la plus-value qu'il apporte. Très bien. Alexis? Merci. Je pense que quand on dit aujourd'hui que c'est l'Internet, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout simplement déjà parce qu'aujourd'hui, communiquer, c'est plus difficile qu'il y a 10 à 20 ans. Parce que vous avez une multitude de supports. Qu'il faut maîtriser. Et Internet, c'est comme dans ton pas. Oui. Tout est dedans. Encore faudrait-il qu'aller à ton pas, il faut aller retrouver ce que vous voulez acheter. Vous cherchez, oui. Et le plus difficile, c'est que dans ce temps-là, il y a trop de bruit, trop de paramètres, tout est mélangé. Sur Internet, c'est quoi? Pour se faire entendre, ce n'est pas simple. Donc, pour communiquer, je reviens là-dessus, c'est le professionnel qui dit, donc, par rapport à votre produit et à votre service, voici les supports les plus adéquats pour vous permettre d'atteindre votre cible au coût le plus bas possible. C'est ça aussi la communication. Yes. Combien est-ce que je paye pour toucher combien de personnes? Ou combien je paye pour toucher une personne? Une personne. On peut communiquer à tout vent sur tous les supports, mais aucune entreprise n'est capable de communiquer à tout vent sur tous les supports. Télé, radio, tout ça. Bon, ça peut arriver parfois, mais c'est rare. Donc, c'est le spécialiste qui a même de vous dire que non. Bon, vous vendez, je ne sais pas, une marque de voiture haut de gamme. Qu'est-ce que vous irez faire à la télé au Bénin? Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous irez faire sur les radios? Ça ne sert à rien. Donc, autant aller utiliser quelques panneaux et l'Internet. Parce que quand les internautes ouvrent leur page,
En fait, il faut cibler, customiser comme les anglophones le disent, votre communication pour toucher juste les personnes qu'il faut. C'est tout. Et ça, l'entrepreneur n'est pas toujours qualifié pour le faire lui-même. Et les grands groupes, par exemple, on ne va pas faire de la publicité pour des grands groupes, ont des stratégies de communication déjà élaborées depuis des dizaines d'années. La base. D'accord. On dit qu'au Bénin, ici, vous allez déployer la stratégie avec une agence, mais sur tel support. Parce que nous, on a des études préalables qui prouvent qu'au Bénin, voici ceci et ça en fonction du pouvoir d'achat. Donc, le groupe vient et dit, voici les créations publicitaires, on va les déployer juste sur tel site. Voilà, donc c'est plus compliqué aujourd'hui, je vous laisse, de communiquer qu'il a 10 ans, 20 ans. Avant, il y a 2 télés au Bénin, ou une seule même. Il a 20 ans, il a combien de télévisions? C'était plus simple. Aujourd'hui, il a combien? Une panoplie, en plus, ne pas compter les radios et Internet, c'est ajouté. Le monde. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rentrer dedans comme dans n'importe quoi, c'est plus compliqué. On se perd. Oui. Vous savez, aujourd'hui, la communication est plus compliquée. Cependant, elle porte beaucoup de succès. La sociologie est un indicateur qui oriente la communication. Je me répète, la sociologie est un indicateur qui oriente la communication. Lorsque vous voulez entreprendre, ou vous êtes déjà entrepreneur, votre produit, quel est le comportement? Nous parlons du comportement du consommateur. Oui. Comment est-ce que le consommateur réagit? Comment est-ce que le consommateur accepte votre produit? Absolument. Mais si ce n'est pas forcément votre produit, vous entreprenez dans un secteur. Quelle est la sociologie dans ce secteur? Et il arrivera même qu'on vous dira que c'est un secteur déjà saturé. Ne perdez pas votre temps, ne perdez pas vos sous, allez dans d'autres secteurs. Mais lorsque vous ne faites pas ce travail préalable, c'est normal qu'après 5 ans, 6 ans, vous mettez la clé sur l'opération pour dire que ça n'a pas marché. Donc, la sociologie, le comportement du consommateur est un élément déterminant, primordial. Deuxième chose, lorsque vous commencez, votre cible, vous devez être en contact. Moi, je préfère le contact direct avec la cible. Parce qu'il est vrai, il y a l'Internet, mais la plupart du temps, il y a des canaux. Même sur Internet, il y a encore des canaux. Il y a encore des voies. Même si l'Internet en lui-même est déjà une voie, mais il y a encore plusieurs directions, plusieurs carrefours. Donc, ceux qui voient un produit dans un forum WhatsApp et ceux qui voient ça sur un site web, ce n'est pas la même réaction. Ceux qui voient votre produit sur Amazon et ceux qui voient ça sur Facebook, partage le lien, ce n'est pas la même réaction. Donc, même si on veut utiliser l'Internet, il faut optimiser, il faut rationaliser, il faut apporter le meilleur. Très bien. Alors, je vous propose de faire une petite pause avant de continuer nos échanges. Alors, nous avons dit un peu plus tôt que faire de la communication, ce n'est pas attendre des résultats dans 1 mois, 2 mois. Je voudrais bien qu'on essaye de voir sur quel temps, combien de temps en réalité est-ce que l'entrepreneur qui fait son budget pour dépenser dans la communication doit déjà commencer à avoir des résultats. Coach Justino. C'est une question un peu piège. Oui. Un peu piège parce qu'il faut commencer par dire. Oui. Celui qui met 500 000 dans la communication aura peut-être son résultat en 1 an ou en 2 ans. Ça ne sera pas le même résultat que celui qui met 100 000. Première chose, premier point de différenciation. Deuxième point de différenciation, quel type d'agence est en face de lui? Lorsque les aspects techniques sont faussés, parce que la communication, c'est comme une femme enceinte. Si les analyses prénatales, les consultations prénatales ont été mal faites, ne vous attendez pas à un meilleur résultat, quel que soit ce que vous y mettez comme financement ou bien comme investissement. Comment est-ce que l'étude du marché a été faite? L'étude de l'environnement des concurrents, l'environnement des partenaires, l'environnement même législatif. Attention, il faut intégrer tout ça. Est-ce que ces études ont été bien faites? Donc, le préalable, c'est d'abord l'étude. Lorsque l'étude est bien faite et vous ne ménagez pas également vos ressources, vous mettez ce qu'il faut, rassurez-vous, vous aurez un bon résultat. Et vous, en un temps record. Par contre, lorsque le professionnel en face de vous, peut-être par sa faute, ou peut-être vous ne lui avez pas laissé le temps qu'il faut, puis se souligner également qu'il y a ces entreprises-là qui mettent une pression
inattendue sur l'agence ou bien sur le communicant, espérant avoir en même temps encore le résultat qu'il faut. Mais lorsque l'étude est biaisée, vous n'allez pas espérer un bon résultat. Sur ce qui est du temps, ça peut prendre 1 an, ça va prendre 3 mois, quand ça va prendre 2 ans, 5 ans. Dans tous les cas, la communication sort toujours la tête, la fleur de la terre lorsqu'on commence par voir des résultats possibles. Oui, merci. Je partage son avis. Tous les problèmes, disons, en entreprise ou des produits ou des services ne sont pas forcément des problèmes de communication. Si vous allez voir votre médecin, il dit que vous faites la fièvre toujours et vous avez les maux de tête. Il peut dire, mais parce que votre mari il est trop brutal à la maison, allez essayer d'améliorer vos relations et ça va se calmer. Il ne va pas vous prescrire des analyses. Parce qu'il sait que quand on a fait peut-être le diagnostic, il n'y a pas de problème physiologique direct lié à des médicaments, mais c'est l'environnement de la maison qui n'est pas bien. Donc, mais quel est le délai? Franchement, aucun marabout, aucun devin, aucun charlatan ne vous le dira. C'est ça. Tout simplement parce que le marketing, la communication, ce ne sont pas des sciences exactes. On va dire qu'on fait 1 plus 1, c'est 2 demain. Est-ce que vous voyez? Donc, la meilleure agence du monde ne vous dira pas, vous avez le résultat de demain. On a des indicateurs d'évaluation. Des indicateurs en termes de notoriété, des indicateurs en termes de perception et des indicateurs en termes de comportement des consommateurs. Donc, quand on commence, on demande à l'entrepreneur, celui qui est de la communication, quelle est la réaction? Combien de fils vous recevez depuis qu'on a commencé? Combien de coups de fil vous recevez pour des renseignements, par exemple? Parce que le nombre d'acheteurs est un pourcentage de ceux qui appellent. Bien sûr. Mais combien de personnes visitent actuellement la boutique? Mais après, quand on a développé la communication, combien de personnes viennent visiter? Parce que le nombre d'acheteurs, le pourcentage d'acheteurs, c'est un pourcentage du nombre de visiteurs. Donc, on a des indicateurs aussi pour voir est-ce qu'on renforce, est-ce qu'on reste au même niveau, etc. Mais dire que c'est dans 2 mois, 3 mois, vous allez le temps, franchement, allez voir un marabout charlatan. Ça, il vous dira ça. Et monsieur Yang vient de parler des indicateurs. Vous savez, on voit ça souvent. Lorsque vous avez un produit destiné à la jeunesse, vous comprenez qu'on ne peut pas utiliser autre canal. A priori, c'est d'abord l'Internet. Et là, on va comment? Mais tu as combien d'abonnés? Tu as combien de j'aime? Et vous allez voir, c'est à dessein qu'il y a des stars qui fêtent 1 million de vues sur YouTube. Et ils s'élèvent comme une grande fête. Parce que tout ça, c'est comme s'ils n'ont pas encore le résultat qu'il faut, mais ça montre l'ascension. Ça montre la forme de la courbe. Et c'est ce qui est important. Vous allez dans d'autres cas, on dit, mais combien de personnes consomment vos produits? Ou bien vous sécurisez, j'ai été dans telle entreprise, j'ai vu l'emballage de mon produit quelque part. Tout ça montre que vous commencez par être présent. Et avec le temps qu'il faut, puisque le temps n'est pas technique, avec le temps qu'il faut, vous avez le résultat escompté. L'essentiel, c'est de persévérer. Puis la communication est un peu têtue. La communication est têtue, je n'en dis combien pas. Alors, je reste avec vous, coach, parce que vous avez énuméré certains aspects tout à l'heure, l'agence que vous avez devant vous, la stratégie qui a été menée, est-ce que les études ont été bien faites et autres. Mais comment l'entrepreneur peut s'en assurer? Parce qu'aujourd'hui, en réalité, il y a une panoplie d'agences sur le marché et justement, on ne sait pas vraiment si on s'est confié à la bonne personne ou pas. Pour un entrepreneur qui veut quand même des résultats dans un moment donné, comment s'en assurer? Dans ce cas, l'entrepreneur est un peu comme l'employeur qui veut recruter. On demande le CV. C'est le CV qui distingue, qui clarifie le parchemin, le parcours, le cursus des candidats en lice. Alors, lorsque vous vous référez à une agence de communication, mais ils vont vous présenter leur réalisation. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de BG Communication, je n'ai pas besoin d'une démonstration extraordinaire. Depuis des années, j'entends parler de BG Communication. Je ne vais pas citer d'autres. Je suis avec le DG sur le plateau. C'est le cas, je cite BG Communication et ça s'arrête là. Mais c'est simplement pour dire, lorsque vous êtes agence, vous allez vous parler sur la base de vos réalisations. Vous n'allez pas voir une agence sur les télévisions en train de faire une publicité un peu comme un produit de tomate ou un produit
que sais-je encore, un peu comme la viande. Non, c'est la réalisation, les exploits, les missions effectuées qui couronnent le succès d'un agent de communication. Et c'est justement ça que l'entrepreneur ou le chef d'entreprise va avoir pour s'adresser à une agent de communication. Mais lorsque je dis ça comme ça, est-ce que les agents de communication débutants sont vaincus à l'avance? Non. En donnant à César ce qui est à César, de ce qui est à Dieu. Ils ont bien évidemment leur chance. Mais lorsque l'entreprise est débutante, mais c'est une agence débutante, sur quoi vais-je me tabler pour la choisir? Il faut partir de d'où il est venu. Le fils du roi a les dessins, a la personnalité du roi s'il n'a pas été un mauvais élève. Alors, lorsque c'est une agence débutante et vous voyez d'où ils sont venus, qui à un moment donné a été leur mentor, leur effeuillage professionnel, leur corporation, vous voyez tout ça, ça peut vous inspirer et vous allez vous y aventurer. Mais l'essentiel, je reviens pour dire, c'est d'avoir le parcours, le CV de l'entreprise. Très bien. Je pense qu'il a tout dit. Hein, c'est un peu le parcours, le professionnalisme et l'expérience c'est tout ça qui fait le professionnel. Donc, il n'y a pas une boule de cristal pour dire celui-ci est non. Qu'est-ce qu'il a déjà eu à faire? Il connaît son marché, il connaît les produits, il connaît les concurrents. Bon, on peut lui faire confiance. Oui, l'agent de communication doit aussi communiquer lui-même. En général, nous, on fait beaucoup plus de la communication institutionnelle. On est là avec notre logo. On dit aux gens, nous sommes toujours là. Mais on ne dit pas, venez. Pourquoi? Parce que notre cible, quand même, c'est une cible restreinte. Une cible restreinte. Pourquoi? Parce que on ne peut pas d'appuyer comme si on vend du lait concentré sucré ou bien de la tomate. Non. Les agences ici au Bénin, on est une cinquantaine. Pour un marché qui n'est pas aussi volumineux en business. Donc, chacun a sa part de marché et il a des agences qui sont relativement spécialisées dans certains produits. Et sur ces produits-là, ils sont imbattables, incontournables. Donc, à peu près, il a une sorte de jeu d'écrémage qui fait que chaque agence essaie de se positionner. Mais nous, on ne fait pas de la communication tous azimuts. On a nos sites internet, on a les réseaux sociaux, on est là. Quand vous allez sur le net, vous savez que nous sommes toujours là. Ça fait 22 ans que nous sommes toujours dans le même bâtiment, même immeuble, même siège, même bureau. Ça. Vous ne bougez pas. On ne bouge pas. Très bien. Alors, parlons toujours de communication. À quel moment, bon, je ne sais pas si la question est assez sera comprise, mais quand est-ce qu'on peut dire qu'une communication est mal faite en réalité? Quel moment est-ce qu'on fait une mauvaise communication? Quels sont les symptômes? À quoi est-ce qu'on voit cela? Je ne sais pas si peut-être Émeric aura une idée d'abord. Bon, quand on parle de communication mal faite, d'abord il faut d'abord que c'est d'abord au niveau du choix de la cible. Hein. Quand vous vous adressez à la mauvaise cible, c'est que votre communication ne va pas passer. Ça, c'est clair. Maintenant, aussi, il faut quand même d'autres, je crois que le spécialiste va le dire tout à l'heure. Quand moi, par exemple, en tant que consommateur, je tombe sur un produit qui ne m'accroche pas, c'est-à-dire que la communication alors que la publicité m'a vendu autre chose. M'a vendu autre chose, c'est que c'est déjà une mauvaise publicité et je n'irai plus vers ce produit. Aussi, quand les moyens de communication étaient mal choisis, votre communication sera aussi biaisée. Donc je crois que tous ces éléments-là permettent en quelque sorte, peut-être que le spécial va nous le dire tout à l'heure, permettent en quelque sorte de dire qu'une communication est mal faite. Et aussi, quand par exemple, vous communiquez autour, et on va revenir là-dessus tout à l'heure, quand vous communiquez autour d'un produit en tant qu'entreprise, et que les premières personnes qui, en principe, devraient être vos relais de communication, et quand je parle de relais de communication, c'est d'abord vos employés. Parce que vous pouvez communiquer, mais vos employés vont détruire votre communication. Oui, il y en a plein. Donc, je pense qu'il faut d'abord que vous ayez des personnes, des employés, en qui vous pouvez faire confiance pour pouvoir... en tout cas, vendre votre entreprise. Si vous n'avez pas des personnes en qui vous pouvez faire confiance, parce que l'entreprise communique, mais les employés peuvent détruire cette communication-là. Et généralement, la communication sera
mal fait. Donc, je crois que peut-être on va revenir là-dessus quand on parlera de la communication interne. Oui, tout à l'heure. Alexis. Merci. En fait, moi, personnellement, et avec mes expériences, je vous dis que une bonne communication, c'est celle qui fait vendre son produit, son service. Et une mauvaise, c'est celle-là qui ne vend pas. Tout simplement. Pour moi, ça s'arrête là. Tout le reste n'est que du laïus. Elle a dit que c'est parce qu'on ne vend pas le produit que la communication était mal faite. C'est ça. Hein. Pour l'annonceur, c'est la cause. Si on ne vend pas le produit, il dit bon. Alors qu'on communique. Alors que vous l'avez dit qu'avec ça, il va vendre. Oui. Autant lui dire au début que non, votre produit n'est pas disponible sur le marché. Commencez d'abord par fournir le réseau de distribution, la place du produit, avant que je démarre. Et c'est là l'intérêt de l'analyse et du diagnostic. C'est-à-dire quoi? Si vous lui dites que en faisant la communication telle que vous avez prévu, ça va marcher, et si ça ne marche pas, c'est une mauvaise communication. Très bien. Justine Obiara. Vous savez, l'agent de communication, a priori, peut être considéré comme responsable d'une mauvaise communication. Mais c'est un ensemble. Quand vous en avez une. C'est un ensemble. Parce que lorsqu'il y a ce qu'on appelle l'asymétrie de la communication ou l'asymétrie de l'information, ce que vous projetez à la surface, ce que vous projetez dans votre communication, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit ce qu'on entend à la radio, ce qu'on voit sur Internet, ça pousse à l'action. Puisqu'au départ, il a dit communiquer, c'est l'essence des stratégies, c'est ce que vous y mettez, passer des informations pour pousser à l'action. Oui. Donc, ce qui est attendu, au final, c'est l'action. Et c'est l'indice principal. Lorsqu'il n'y a pas action, c'est qu'il y a mauvaise communication. Il n'y a pas autre réflexion à faire. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette rétention? Lorsque ce que vous projetez, ça pousse à l'action, mais lorsqu'on vient dans la pratique, lorsqu'on vient à la source, on vient dans votre boutique, ça n'existe pas. Ou bien c'est vos employés qui reçoivent mal. Ou bien c'est peut-être la communication interne qui aussi doit être intégrée dans le plan de communication. Tout ça peut rendre défaillante la communication. Il ne faudrait également pas perdre de vue que lorsqu'on parle de la communication, c'est également ce phénomène de la pérennisation. Parce que vous ne pouvez pas communiquer sur 1 an, sur 2 ans et vous en arrêtez. J'ai déjà le résultat que je recherche. Non, vous devez être présent. BG Communication, le directeur vient de le dire, montre chaque fois, nous sommes là. Nous sommes là. La communication institutionnelle qui montre qu'ils sont là, ils ne sont pas encore morts. Vous avez créé une entreprise, l'entreprise naît, vit, grandit et meurt. Mais vous devez chaque fois montrer que vous existez. Parce que la communication étant très très dynamique, si vous vous taisez, c'est comme si vous n'existez pas. Très bien. Donc, indicateur, c'est que quand ça ne marche pas, vous ne vendez pas. Et justement, on a parlé dans certains propos de la communication interne. Comment ça se passe à l'interne avec les collaborateurs et autres? Je voudrais quand même qu'on s'y intéresse parce que c'est un aspect capital. Quand vous avez une entreprise et que vous communiquez sur vos produits, vos services à l'extérieur, c'est que également tous ceux qui vous accompagnent à l'interne puissent vous accompagner également pour l'atteinte de ces objectifs-là. Alors déjà, quand on vient à l'interne, quelles dispositions il faut prendre? Est-ce qu'il y a un choix à faire? Il y a plusieurs types de communication à l'interne qu'on peut faire avec ses collaborateurs. Alexis Nyangeno. On peut utiliser à l'interne plusieurs supports. Sauf que dans la communication interne, l'objectif principal, c'est de motiver les collaborateurs. Pourquoi? Parce que l'école donne des diplômes. L'école va donner des qualifications. Mais l'école ne donne pas la motivation. Or, pour qu'un individu soit efficace, il faut qu'il ait les compétences plus la motivation. C'est ça qui donne l'efficacité. Or, ce que les entreprises recherchent, c'est être efficace. Efficacité, c'est quoi? J'ai atteint les résultats, les objectifs. En entreprise, c'est les résultats, les objectifs qui priment. Oui. Ça veut dire quoi? Vous devez tout faire pour que, en termes de relationnel, en termes de rémunération, en termes de mental, vous formez une équipe. Parce qu'une entreprise qui gagne, c'est d'abord une entreprise qui fonctionne en équipe, pas en groupe. Le groupe, c'est comme une classe d'étudiants. Chacun vient pour chercher son diplôme, ça va. Si l'autre échoue, quel est votre problème? Vous passez. Mais les entreprises ne fonctionnent pas comme ça. Les entreprises, c'est une équipe.
Ça veut dire quoi? C'est une complémentarité des individus. Et l'erreur de quelqu'un peut faire échouer toute l'équipe. C'est pour ça qu'il faut créer une équipe solidaire, une équipe complémentaire, une équipe en synergie permanente. Les objectifs sont les mêmes, les visions sont les mêmes, les valeurs sont les mêmes, les valeurs. Vous ne faites pas une équipe qui gagne avec des individus. Celui-ci, il est malhonnête, l'autre, il ne connaît pas la vision. Ça, c'est un groupe. Tous les individus d'une même organisation, d'une même entreprise, tous les individus doivent être orientés vers le seul et même objectif, mais avec une motivation. Et la communication interne, c'est ce qui donne la motivation. Certains disent que nous sommes les jaunes, les autres, c'est les verts. Ça dit tout. Il dit, nous, c'est nous les jaunes, voilà comment ça se passe. Les autres, nous ne pouvons pas nous battre. Je ne peux pas appeler quelqu'un. Donc, et ça, c'est la motivation qui dit ça. Il dit, non, vous pouvez aller chercher dans toutes les banques, mais nous, chez les bleus ici, là, on a les meilleurs crédits, les meilleurs taux. Ce langage-là, c'est le langage de quelqu'un qui appartient à une équipe et qui ne pense qu'au résultat de son organisation. Et ça, il y a beaucoup de facteurs qui impulsent la motivation aux individus. Et ça, c'est du ressort du patron. Et c'est là où le rôle du directeur, du DG, du fondateur devient prépondérant. Parce que c'est lui qui fixe les objectifs, qui donne les missions et qui donne les valeurs de complémentarité, de solidarité, de transparence, et ainsi de suite. Vous avez un homme, on dit quoi? Dans une entreprise, la religion, c'est les valeurs. Qu'est-ce que nous partageons en commun et qui fait de nous une équipe gagnante? C'est important. Très bien. Alors, je vous propose, avant que coach Justino Vira ne poursuive, de retourner à la régie. On revient. Voilà, nous poursuivre à présent. Nous parlons de communication interne aussi, l'autre volet de la communication des entreprises pour une bonne évolution de sa structure. Coach Vira. Merci. La communication interne, qui est par ailleurs le volet sur lequel nous travaillons le plus en qualité de coach d'entreprise. Vous savez, lorsque vous prenez une entreprise, c'est un réceptacle. Il y a plusieurs personnes venues de cultures diverses, d'horizons divers. Donc c'est normal qu'il y ait tout légitimement des conflits. Mais à la base, l'entreprise elle-même a une vie, est un être. L'entreprise elle-même est un être. Et en tant qu'être, l'entreprise a son acte de naissance. Son acte de naissance, je ne veux pas rester tertiaire pour pas devenir de commerce, mais c'est d'abord le nom qu'il porte. C'est d'abord les éléments, notamment sa vision. Pourquoi l'entreprise est née? Puis l'entreprise, combinaison de facteurs de production qui permet d'avoir des produits et services afin de satisfaire un besoin précis. Donc, l'entreprise a une vocation, répond à un problème. En tant que tel, les employés ou toute personne qui interagissent au sein de cette entreprise, que ce soit en son sein qu'à l'extérieur, doit connaître la vision, la destination. Donc ça, c'est la vision. Comment est-ce que cette vision peut être concrétisée? Lorsqu'il n'y a pas un plan, lorsqu'il n'y a pas une trajectoire pour concrétiser cette vision, ça devient simplement un vœu. Mais lorsque c'est soutenu par un plan, on parle de la mission. La mission, c'est comment vous pensez procéder. Que pensez-vous faire pour concrétiser cette vision? Et troisième chose, les valeurs qui vous caractérisent. Les valeurs, c'est d'abord, lorsque vous venez chez nous, vous allez retrouver ça inévitablement. Nos valeurs, le professionnalisme, la discrétion, la rapidité, la sérénité, sont les valeurs, mais il ne faut pas en prendre beaucoup, parce que dans beaucoup, vous n'êtes pas sérieux. C'est 2, 3. Et ce sont ces valeurs qui vous caractérisent. Donc c'est d'abord ça qui rend l'entreprise comme une institution, qui institutionnalise l'entreprise. Et toute personne qui agisse, qui coopère avec l'entreprise doit communiquer. Et même le public extérieur. Oui. Et c'est ADC, vous êtes dans des entreprises, vous voyez un tableau où tout ça c'est énuméré. Pour dire que ce n'est pas seulement pour les membres, pour ceux qui sont dans l'entreprise, mais ceux qui viennent de l'extérieur. Et parfois, beaucoup mettent ça dans leur slogan. Lorsque vous le faites si bien, ça crée ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, c'est cet engouement naturel, volontaire,
qu'un employé a la fierté qu'il a appartenu à l'entreprise. Il ne va pas dire je viens pour mon salaire. Lorsque le prétexte de travail devient mon salaire, vous n'avez pas pu faire asseoir ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Vous n'avez pas un collaborateur, mais vous avez juste quelqu'un qui veut, permettez-moi le mot. Hein? Vous avez un mercenaire. Vous avez un mercenaire. Lorsqu'il trouvera mieux, il va partir. Donc, première chose, il faut travailler sur le sentiment d'appartenance. Mais lorsque le sentiment d'appartenance est installé au travers, avec tout ce qu'il faut, notamment la culture d'entreprise, il faut maintenant l'entretenir, sa durabilité. Et cela passe par la motivation. Lorsque nous parlons de la motivation, nous en avons principalement trois. La motivation par le salaire ou bien par les primes, c'est-à-dire de côté volet financier. La motivation par la promotion, c'est-à-dire vous lui donnez un grade supérieur. Il est promu à d'autres postes supérieurs. Ou bien simplement la promotion par la formation. Vous l'envoyez se faire former davantage pour mieux vous servir. Vous savez, il y a ces chefs d'entreprise qui pensent que si je l'envoie se faire former, finalement, il peut venir et quitter l'entreprise. Donc, à cause de ça, par cette crainte, il refuse d'envoyer le collaborateur performant, le collaborateur approprié, dynamique, qui répond plus aux besoins. Puis quoi qu'on dise dans une équipe, il y a quelqu'un qui se sacrifie toujours plus que quelqu'un. Oui. Ça, c'est normal. C'est l'effet naturel. C'est le monde, c'est le genre humain. C'est normal. Mais lorsque vous parvenez à le faire, il y a le sentiment d'appartenance, mais il se voit davantage considéré. Dans une entreprise, lorsque vous prenez les trois niveaux de décision, le niveau stratégique, le niveau tactique, le niveau opérationnel, il y a toujours des leaders à chaque niveau. Toujours des leaders. Et dans cette relation, la communication est spécifique à chaque niveau. Lorsque nous sommes dans le niveau stratégique, où nous allons parler de la communication descendante, puis ça doit quitter le haut pour venir vers le bas, il doit y avoir avant une communication linéaire. Il ne faudrait pas qu'au CODI, le comité des directeurs, si les directeurs ne s'entendent pas d'abord entre eux, vous imaginez la nature des décisions. Quelqu'un en bas viendra dire aux employés, vous savez, ça n'a pas fait l'unanimité, hein. Il a usé de son influence, il a usé. Donc, c'est comme si on construit en haut, mais quelqu'un passe par les couloirs, par des archives pour venir déconstruire ce qui est fait. Donc, la communication linéaire est présente à tous les trois niveaux, à commencer par le niveau stratégique. Lorsque vous venez au niveau tactique, ceux que nous appelons les chefs de service, qui veillent à l'application des décisions prises au niveau stratégique, il doit y avoir également une collaboration. Parce que, et c'est le sens des circulaires, vous prenez une décision, mais chacun l'applique comme bon lui semble. L'essentiel pour lui, c'est le résultat. Mais non, l'entreprise, il doit y avoir une harmonie. Et c'est normal, c'est pour ça qu'on parle d'organisation. Organisation, c'est organiser. Et qui parle d'organisation, parle d'ordre, parle d'harmonie, parle de symbiose, de communauté. Vous me comprenez? Alors, lorsqu'on quitte le niveau tactique, il faut venir au niveau opérationnel. Et là, nous allons parler de la communication ascendante. Par exemple, ça peut quitter le bas pour aller en haut. Notamment, vous prenez le cas des enquêtes, vous prenez ce qu'on appelle la collecte dans les entreprises. Ça permet, vous prenez les boîtes à suggestions. Ça quitte le bas. Parce que ce n'est pas le chef d'entreprise qui vient chercher, c'est un opérationnel. Même au niveau de la surveillance, c'est un opérationnel. Mais lorsqu'il finit par collecter tout ça, il remonte. Donc, la communication à ce niveau est ascendante. Quitte le bas vers le haut. Et à chacun de ces niveaux, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque c'est bien fait, vous allez voir l'entreprise grandir comme une famille. Et on n'est pas pressé de rentrer à la maison. On n'est pas ennuyé quand c'est un lundi matin comme celui-ci dit je vais encore partir au boulot. Parce que c'est tellement bien fait. Le stratégique fait ce qu'il doit faire. Ça vient au niveau tactique. Le tactique fait ce qu'il doit faire. Ça vient à l'opérationnel. Et lorsque il arrive le moment des motivations, il n'y a pas personne n'est brûlé. Tout le monde est récompensé. Vous êtes dans les entreprises, vous voyez le meilleur collaborateur, son tableau bien cadré. Ce n'est pas pour créer la jalousie, mais c'est pour dire, tu fais mieux, tu auras également cet honneur. Simplement. Donc la communication interne est primordiale, fondamentale, et ça déteint sur la communication externe, tout ce que nous venons de dire auparavant. Absolument. Alors justement, par rapport à cette communication interne-là, si surtout, vous avez parlé de décisions qui sont prises en haut et qui ne sont pas peut-être bien comprises en bas et autres, nous avons essayé de prendre les avis de quelques citoyens à cet effet. Comment ça se passe là où ils travaillent? Ils ont répondu à nos questions. On les suit, on revient. La communication chez nous se passe par message. Ça se fait par message. On envoie des messages par un compte Gmail professionnel. S'il y a malcompréhension, parce que nous, on est souvent dans les dossiers, s'il y a malcompréhension dans un dossier, nous avons un chef hiérarchie
qu'on voit. Si lui-même ne comprend pas, c'est là qu'on y va chez le DG même pour poser nos doléances. Déjà, pour monter sur le terrain, on a une structure de base. Les boss d'abord et les ouvriers ensuite. L'information passe par mon patron, ça vient chez nous. On a un groupe pour ça, un groupe WhatsApp, et ça circule. Déjà à la veille, on prépare comment monter sur le chantier et aussi comment procéder, travailler bien et quitter le terrain. Et directement le patron, notre patron, déjà lui, il a la bonne information, sinon il remonte directement vers les plus supérieurs. Voilà, deux types d'entreprises donc et de peut-être façons de faire, des façons de faire aussi qui se rejoignent un tout petit peu, messages et autres. Je voudrais avoir l'avis de Alexis Niangano d'abord sur les avis qu'on vient de suivre. Oui, en fait, chaque entreprise a sa spécificité de communication, mais groupe WhatsApp, mail, tout ça, il faut toujours l'humain, le contact, parce que l'être humain, c'est un être de contact. C'est quand le patron, parfois, il passe, il parle aux employés, qu'il voit, il a quelque chose, une motivation, quelque chose de magique qui envahit, qui emboute. Donc, je dis, on va utiliser tous les supports, mais la communication interne ne se limite pas au support technique. Les supports techniques sont un peu froids. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de convivialité. Et si vous voulez motiver vos collaborateurs, ils doivent vous sentir. Voilà. Très bien. Alors, coach, sur l'élément. Mais sur l'élément, ça rejoint un peu ce qu'on a dit un peu plus haut. Vous avez vu l'ouvrier, je ne sais pas, je vais dire le manœuvre, mais qui disait que lui, quand il est sur le terrain, il y a son boss. Vous voyez, et lui, il a la bonne information. Ça fait partie des caractéristiques du chef. Le chef doit avoir la bonne information. Le chef ne dit pas quelque chose le matin et le soir revient et dit « je n'ai jamais dit ça ». L'erreur peut venir, il peut faillir, d'accord, mais il doit avoir l'honnêteté de dire « ah oui, je n'avais pas la bonne information » ou dire « voici la raison ». Mais ne pas l'imputer parce que l'employé est en position de faiblesse devant lui et comme dans notre tradition, le chef n'a jamais tort, dire que c'est toi qui l'as fait. Non. Il faut éviter parce que ça vous nous rend plus crédibles. D'accord, l'employé, par effet du lien de la subordination, va s'y soumettre, mais devant lui, vous êtes plus crédible. Devant lui, ancré, vous êtes un peu sale, vous êtes un peu souillé. Et lorsqu'il vous voit, avec cette influence, avec ce regard, avec cette impression, qui ne vous arrange pas, parce qu'il y avait un moment où vous avez besoin de lui à des niveaux, à des postes, pour des responsabilités plus élevées, et il ne va pas trop s'y engager. Parce que s'il fait trop bien, vous allez vous prendre le trophée, mais s'il fait trop mal, vous allez le lui imputer. Et ça le serait coupable. Très bien. Nous parlons d'information et donc de messages. C'est le mot du jour sur cette thématique. Émeric Okupeli, qu'est-ce qu'on peut réellement comprendre par le message? Oui, Bruna l'a dit aussi, quand on parle de message, il faut savoir que message s'écrit avec M, E, S, S, A, G, E. Message. Alors, quand on parle de message, c'est d'abord la charge de transmettre une information, s'acquitter du message dont on a été chargé. Message aussi, c'est une information nouvelle transmise à quelqu'un. Envoyer un message, par exemple. Les synonymes de ce genre de message, c'est la dépêche que nous connaissons dans notre métier, dans notre profession. Il y a la lettre, la missive, le mot, le pli. Oui. Alors, message, c'est aussi une communication adressée avec une certaine solennité à quelqu'un, à une assemblée, à la nation. Et là, on parle de message de bienvenue à un autre illustre, par exemple. Alors, c'est les synonymes de ce genre de message. Il y a l'adresse, le communiqué, la déclaration, le discours. Et message aussi, c'est une communication adressée aux hommes par un être d'exception, un écrivain, un artiste, et qui contient une pensée profonde. Alors, ce genre de message, c'est un message d'évangile. En informatique, c'est l'ensemble de données destinées à être transmises par un système informatique. Information donnée par le système d'exploitation d'un ordinateur à un opérateur pour lui signaler une erreur, l'avertir d'un accident, par exemple. Oui. En linguistique,
message, c'est toute séquence de discours produite par un locuteur dans le cadre de la communication linguistique. En politique, le message, c'est une communication du chef de l'État aux assemblées ou au peuple. En vertu de l'article 18 de la Constitution de 1958, le président de la République communique avec les 2 assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Quand on revient dans notre contexte, notre Constitution l'a prévu aussi et le chef de l'État s'adresse à son peuple toutes les fins d'année. Voilà. En sociologie, le message, c'est l'ensemble ordonné de signaux transmis entre un émetteur et un récepteur par un média. Les mots de la même famille que message, on a messager, missive, émetteur, pour ne citer que ceux-là. Et pour finir, nous allons finir avec 2 citations. La première est de Mustapha Abaka qui dit qu'il faut accepter que les messages et les appels qui restent sans réponse signifient tout simplement qu'il faut tourner la page. Il faut accepter que les messages et les appels qui restent sans réponse signifient tout simplement qu'il faut tourner la page. Et pour finir, la lettre qu'on ne reçoit pas fait tellement plus mal que celle que l'on reçoit, quel qu'en soit le message. La lettre qu'on ne reçoit pas fait tellement plus mal que celle que l'on reçoit, quel qu'en soit le message. C'est une citation de Robert Blondin. Merci, Émeric, pour ces détails sur le mot message, qui est d'ailleurs une partie de tout ce que nous parlons aujourd'hui. Donc, le message que transmet chaque entreprise à son public et autres. Alors, quand on reste dans l'entreprise à l'interne et que nous prenons une décision ou bien encore une information qui doit passer et que les autres ne comprennent pas, les autres n'accompagnent pas, qu'est-ce qui peut réellement être peut-être à la base Émeric? Je pense d'abord, à mon humble avis, que quand on parle de communication, d'abord, la communication interne impacte forcément sur la communication externe. Quand vous avez une bonne communication à l'interne, alors ça impacte toujours sur ce que vous vendez, sur ce que vous présentez comme communication à l'externe. Donc, et pour qu'il y ait une bonne communication à l'interne, il faut d'abord qu'il y ait un chef qui soit collaborateur, avec d'abord ses employés et aussi avec tous ceux qui participent au développement de l'entreprise. Parce que quand vous avez un chef qui parle moins, chacun développe sa façon à lui de communiquer. Quand vous avez un chef qui a une mauvaise communication ou qui ne sait pas prendre les bons moyens, qui ne sait pas choisir les bons moyens pour communiquer, alors au sein de l'entreprise, vous n'êtes pas à l'aise. Aussi, quand on parle de communication à l'interne, il faut que vous ayez des employés de confiance. Parce qu'une mauvaise communication à l'interne peut détruire toute une entreprise. Et là, quand je parle de personnes de confiance, c'est d'abord autour de vous. C'est pourquoi on dit souvent qu'il faut que ceux qui sont dans l'entreprise s'approprient les vertus de l'entreprise, les objectifs de l'entreprise, parce que quand on est au sein d'une entreprise, les objectifs ne doivent pas être diversifiés, les objectifs ne doivent pas être divergents. On doit collaborer, on doit faire en sorte que nous formions une équipe. Parce que aujourd'hui, et vous le savez très bien, il y a parfois des décisions qui sont prises par des chefs qui sont mal interprétées par les employés. Ou peut-être celui par qui le message vient l'interprète mal. Et là, c'est la catastrophe parce que quand vous êtes un chef d'entreprise et que vous donnez une information à un proche collaborateur qui est chargé de partager l'information et qui le partage mal, ça peut mettre en péril l'entreprise. Et donc, il faut savoir d'abord communiquer. Ça passe par la présence du chef. Parce qu'un chef qu'on ne voit pas et qui sort tout le temps de décisions,
souffrait que ces décisions-là ne soient pas bien comprises par les employés. Donc, il faut la présence du boss, entre griffes, du chef, et aussi, il faut quand même que l'entreprise tienne parfois des rencontres, des réunions, parce que c'est aussi une forme de communication. Lors des réunions, il faut communiquer, il faut dire, comment dit-on, il faut donner la bonne information lors de ces rencontres-là pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Quand tout le monde n'est pas au même niveau d'information, ça crée un peu de guéguerre, ça crée un peu de mal-donne. Non, en fait, en plus de ce que le coach a dit et ce que vient de dire Émeric, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Hein. La communication, c'est d'abord vous-même. C'est ce que vous ne dites pas et ce que vous dites. Ce que vous ne dites pas. Ce que vous ne dites pas par le verbal. Parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas ouvert la bouche que vous ne dites rien. Non. Votre attitude, votre silence, tout ça, c'est votre communication. Et si votre personnalité met à l'aise des collaborateurs, ils seront francs et directs avec vous. Mais si vous avez une personnalité qui écrase et vous vous dirigez par la peur, vous avez forcé la communication. Donc, et ça, c'est le rôle des coachs. Les entrepreneurs, on leur fait du coaching pour qu'ils aient une personnalité attrayante, qu'ils puissent parler aux gens sans ouvrir la bouche. C'est d'abord ça. Parler aux gens sans ouvrir la bouche. Et justement, quand on ne comprend rien ou bien quand on interprète mal, coach Justine ou bien là. Vous savez, au début de l'émission, j'avais dit quelque chose. Et heureusement, ça a fait objet d'un point d'éclaircissement profond. Je ne dis pas discussion, d'éclaircissement profond entre M. Yanguel et moi. L'entrepreneur doit être d'abord un communicateur. L'entrepreneur doit être, et M. Yanguel vient de le dire, c'est ce que vous dites et ce que vous ne dites pas. La communication externe, d'accord, vous vous référez à une agence de communication professionnelle. Et ça marche. On est d'accord. Mais la communication interne, ce n'est pas l'agence de communication qui vient vous gérer. C'est d'abord vous-même en tant que chef. C'est d'abord vous-même qui portez votre vision. Puis l'entreprise, avant tout, c'est une vision. Ce n'est pas d'abord un business. C'est la satisfaction qui crée le business. C'est la satisfaction qui crée le business. Donc, pris dans ce sens, lorsque vous créez votre entreprise, qui vous parvenez à recruter? Est-ce que vous tablez simplement sur l'aspect technique pour recruter des gens? Quel est leur état émotionnel? Êtes-vous vous-même en mesure de gérer des personnes de cet état émotionnel? On est chef, mais on n'est pas un omniscient. On ne peut pas tout gérer. Il y a des natures de personnes, bien que moi, mais histoire qu'on dit, je ne peux pas gérer. Ce n'est pas un aveu d'échec, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Non, c'est simplement parce que je me reconnais, je connais mes capacités, je connais mes limites. Simplement, je me mets un peu comme un produit pour faire mon SWOT. Ça s'arrête là. Et le chef doit prendre en compte tout ça pour recruter. Lorsque vous avez des gens qui ont le sentiment d'appartenance, a priori, vous êtes partie gagnante. Je dis bien a priori. Mais faudrait-il encore l'entretenir? Et l'entretien passe par tout ce que je viens de citer. La motivation, le salaire, la formation. Mais il y a un aspect qu'on n'intègre pas assez. La motivation passe également par la vie de l'employé. Parce que l'employé dit, il tire de bois ce qu'il recherche, mais il ne s'intéresse pas à ma famille. Et c'est normal lorsqu'il y a ces entreprises, à l'occasion des fêtes de Noël, à l'occasion des journées de la femme, à l'occasion de la fête des pères, à l'occasion de la fête des mères, encouragent, mettent en place des stratégies ou bien initient des événements pour encourager conformément au thème de l'événement. C'est pour passer un message, pour dire là où votre mari vient tous les matins, là où votre femme vient tous les matins, il est vrai, il est utile pour nous, mais à côté, nous pensons à vous. Qui le laissait venir tous les matins. L'employé qui est performant, c'est parce que sa femme lui en offre l'occasion. Quelle soit sa compétence, s'il n'a pas la paix du cœur qu'il faut, il sera emporté, il sera dans tout son état d'ancienneté. Alors, l'employeur doit penser également à la maison. Même lorsque tu n'es pas en situation de travail, les after-work, les mots qui existent, c'est parce qu'il y a le besoin qui est là. Il y a le mot after-work. Les réjouissances un samedi, les réjouissances un dimanche, décréter des jours de rencontres, des codis extraordinaires où vous venez et par surprise, vous ne vous y attendez pas, mais le chef commande peut-être des shawabas, des sandwichs, un peu de tout. Vous finissez en beauté. Ce n'est pas qu'on appelle un DJ pour faire danser tout le monde, mais ce sont des moments solennels qui restent immortels et qui attissent la flamme de la solidarité. Organisation, une entreprise, c'est la solidarité.
Très bien. Alors, dans quelques minutes, nous allons recevoir Nafissatou Hassani sur le plateau. Mais avant de la recevoir, je voudrais qu'on revienne un peu sur les indicateurs. En quoi est-ce que je reconnais que là, ça va mal avec les employés, que la communication, ce que je dis, ne passe pas forcément? Tout peut tromper, mais le visage ne trompe pas. Tout peut tromper, mais le visage ne trompe pas. Lorsque vous êtes un chef et vous avez l'art de lire à travers le visage peut être souriant, mais ne pas être... Ça ne veut pas dire que c'est pas gai. Ne pas gai. Alors, lorsque votre employé n'exprime pas son visage de bonne humeur, ça doit vous interpeller. Ça ne veut pas dire qu'après que la cause vient de l'entreprise, ça peut être une tare qui traîne depuis la maison ou peut-être je ne sais où. Mais une fois venu dans l'entreprise, puisqu'il s'agit de votre activité à vous, il s'agit de votre en-griffe, de votre business à vous, vous avez le devoir de casser l'abcès. Vous avez le devoir de crever pour que cela ne déteint pas sur le travail. Donc, c'est d'abord le premier indice. Quelle est l'humeur de votre collaborateur, de votre employé? Première chose, il est vrai, le chef ne partage pas le même local, le même cadre avec les employés, mais vous devez avoir ce qu'on appelle les agents focaux, ceux que nous appelons communément les rapporteurs ou bien les rapporteurs. Mais en réalité, je vais vous dire, vous savez, peut-être qu'ils ne le feront pas perversion, mais a priori, ils ont un rôle important. Le chef n'étant pas un omniprésent, ne pouvant être présent partout, il doit avoir des points focaux. Je préfère dans chaque service, dans chaque département, normalement ce sont les chefs, mais parfois les chefs tissent une certaine complicité avec ses collaborateurs, si bien que le chef suprême, la première autorité est en retrait de tout. Elle n'a plus d'œil. Et vous allez voir, je ne vais pas donner des exemples, vous voyez, on prend un DG, à côté on prend un DGA qui ne sont pas forcément de la même obédience, mais c'est pour se rassurer qu'on a la bonne information. De la confrontation naît la vérité. Donc, deuxième chose, à défaut d'être présent, il faut avoir des points focaux pour vous rapporter la bonne information. Troisième chose, vous-même le chef, ne soyez pas le metteur d'essence ou bien celui qui occasionne l'incendie dans l'entreprise. Le chef, c'est garder le mystère de chef. Je préfère le mot mystère. Un chef, lorsque vous voyez un chef, on dit j'ai vu le chef. Ah, c'est le chef que j'ai croisé dans les escaliers. Il doit avoir le mythe, le mystère de chef qui doit entretenir votre pouvoir, qui doit accompagner votre poste. Mais le chef ne doit pas devenir le chef vulgaire. Qu'est-ce qu'il raconte là? On entend ça souvent. Vous perdez votre mystère et là vous tombez dans l'autoritarisme parce que lorsque le pouvoir naturel, l'effet charismatique du chef disparaît, il tombe dans l'autoritarisme pour pouvoir faire passer à tout prix sa décision. Donc, maintenez votre mystère. Et certains, en voulant le faire, passent encore à côté de la plaque. Parce qu'il veut montrer, vous n'avez pas besoin de rappeler que vous êtes le chef. On sait que vous êtes le chef. Ça s'arrête là. L'essentiel, exercer votre pouvoir tout en respectant l'autre. Il est père de quelque part, il est mère d'une famille, il est autorité quelque part, il est peut-être chef d'une famille. Mais quand il vient dans l'entreprise, il est votre collaborateur. Mais dans vos relations interpersonnelles, vous devez également avoir d'égard, avoir de bienséance, avoir de respect à son vis-à-vis. Et pour finir entre les collaborateurs, quelle ambiance vous y mettez? Vous savez, c'est un peu comme l'entraîneur qui reste dans son coin et qui dit « top party ». C'est comme ça le chef est. C'est lui qui implique le rythme de l'ambiance entre les employés. Les employés ne vont pas d'eux-mêmes. Ils ne tissent pas leur relation d'eux-mêmes. C'est le chef qui implique le rythme, qui implique le brassage qu'il doit avoir. Pour que l'ambiance soit saine et soit conviviale. On va installer Nafissatou avant de poursuivre dans les détails. Voilà, Nafissatou Hassani, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Et le week-end? Ça s'est bien passé. Ça se voit en tout cas. Merci d'être avec nous. Nafissatou toujours au rendez-vous. Dès 8h30, nous avons les messages sur notre sujet du jour. Oui, nous avons quelques messages sur le sujet du jour. Nous allons commencer par le message de Ézéchiel. Je fais tout pour comprendre ce que mon patron me dit, car je déteste les malentendus. S'il arrivait qu'il ait malcompréhension,
c'est mon chef, je ne pourrai pas vraiment me défendre. Je m'assure toujours de bien comprendre avant d'agir. Très bien. Donc, faire tout pour pouvoir bien comprendre si on ne comprend pas le message qui nous est transmis. Bien sûr, cela révèle la fluidité de l'information. Lorsque le message est fluide, son application est aisée si l'employé n'est pas animé d'une mauvaise intention. Très bien. Autre chose? Il y a lui qui nous dit non, pas toujours. On a l'impression qu'il agit contre nous parfois, mais on prend notre mal en patience et on obéit. Alors, que le chef agit contre eux parfois, est-ce qu'on n'y va pas un peu trop vite en besogne? Ça veut dire qu'il y a un véritable problème dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il y a un problème de communication. Si les employés ont ce sentiment, en fait, la communication, c'est aussi ça. Ce n'est pas ce que vous dites qui compte, c'est ce que les gens comprennent et ressentent. Ça veut dire qu'il y a hiatus, il y a un quiproquo, il y a quelque chose qui ne va pas dans le gaz. Et là, il faut un diagnostic. Un diagnostic. Pour aller prendre bien sûr, il faut un diagnostic. Vous savez, les entreprises pensent, mais les chefs d'entreprise, je vais dire, pensent que lorsque vous avez de bons éléments, vous avez de bons employés, que ça s'arrête là. C'est vrai. L'entreprise a une vocation de durer dans le temps. La preuve, en droit, l'entreprise vit pour 49 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? La problématique, pendant combien de temps vous devez garder le bon élément? Lorsque le bon élément est prêt à partir à tout bout du champ, il arrivera un moment où votre entreprise va sombrer. Parce que ce sont les hommes qui font l'entreprise. Le chef est juste porteur de la vision, est juste un veilleur, est juste comme le coach, l'entraîneur, ce n'est pas lui qui est sur le terrain, ce sont les employés qui sont sur le terrain. Mais lorsque l'attaquant, le plus bon, quitte votre staff ou bien votre équipe, vous voyez l'effet sur le terrain. Donc, tâchez-vous de prendre les précautions pour garder les employés. Et cela passe par un plan de carrière. Il y a des entreprises qui n'ont pas de plan de carrière. Le plan de carrière, c'est quoi? C'est l'assurance que vous donnez à l'employé pour qu'il reste. Lorsque je viens tous les jours dans une entreprise, je dis, je peux venir aujourd'hui, ne plus venir demain. Vous imaginez la crainte dans laquelle je travaille? Mais je ne livre pas mon travail. Je vis dans le stress, un stress permanent. Parce qu'aujourd'hui, lundi, demain, mardi, je peux attendre que j'ai perdu mon emploi. Mais attendez, et vous pensez que l'entreprise, mais si elle est performante aujourd'hui, restera performante dans le temps? Ben, c'est un effet contagieux. Lorsque on l'a fait à X, on le fera à Y, on le fera à Z. Donc tout le monde reste dans ce pli. Parfois, le chef le fait pour amener, pour fidéliser, pour avoir une même mise sur tous les emplois. Mais ce n'est pas la bonne stratégie. Parce qu'en le faisant, votre bon va prendre le devant, mais tenez-vous tranquille, votre mauvais va prendre également le devant. Oui, il a fait ça. Dans une entreprise, il y a des décisions que les patrons prennent parfois contre leur volonté. Cela peut peut-être nuire aux employés, mais ils les prennent quand même. La manière de communiquer cette nouvelle donne peut ne pas amener à la rébellion. Tout est dans la manière de communiquer, bien sûr. D'accord. Prendre des décisions qui ne sont pas forcément, qu'on n'accepte pas forcément. Oui. Et Alexis Nyangano. Bien sûr, il arrive que le patron, l'entrepreneur demande des sacrifices. Regardez ce que nous avons vécu pendant la pandémie du Covid. Des agences comme les nôtres ont fait 2 ans sans activité. Vous ne pouvez pas maintenir dans ces conditions le niveau de salaire. Vous avez les impôts à payer, vous avez des charges. Donc, on demande aux collaborateurs, ceux qui veulent prendre des départs volontaires, ils vont peut-être le prendre, mais on ne finira pas leur verser leur indemnité après. Ceux qui veulent se sacrifier, ils restent, on compte ce qu'on va leur devoir, on va payer le minimum. Et quand la situation va se relancer, on va régler tout. Et tout le monde est resté chez moi, par exemple. Tout le monde est resté jusqu'à ce jour. Donc, quand la communication interne est bien huilée, quand les gens sont motivés, ils sont prêts à se sacrifier quand ça va mal. Mais quand ça tombe aussi, il faut qu'ils le ressentent. Absolument. C'est ça le problème, c'est ça la communication. Il ne faut pas qu'ils se sacrifient tout le temps. Voilà. Donc, le grand turnover, c'est-à-dire que le roulement permanent des collaborateurs, ce n'est pas une bonne chose. Vous formez des gens, ils ont appris à travailler pour vous, il faut les maintenir au maximum si c'est possible. Parce que vous allez capitaliser leur expérience. C'est ça. Très bien.
Merci, Alexis. Oui. C'était un message de Josué. Nous allons poursuivre avec celui de Noé. Entre collègues aussi, on ne s'entend pas toujours. La communication doit être réussie si on veut que la paix règne et que le travail se passe dans une bonne ambiance. Si on doit reprocher à la même personne dans une même entreprise la même chose chaque jour, ça peut être fatigant. Alors, Coach Gérard. Bien sûr, cela fait appel d'abord à la clairvoyance, au professionnalisme et à la responsabilité de l'employé. Quand on reporte la même chose tout le temps, ça devient fatigant. Et là, quelle que soit la bonté, la générosité de cœur du chef, il doit prendre des décisions qu'on peut juger dures, mais quand même, la guerre vaut la chandelle, c'est normal. Très bien. On poursuit. Le dernier message nous vient de Thémos. Non, presque jamais. Mais comme on dit, celui qui obéit n'a jamais tort. Parfois, j'essaie le dialogue, mais quand ça ne passe pas, il faut savoir obtempérer. Je suis parfois plus proche des dossiers et j'estime que mon avis est le plus pertinent. Mais bon. Plus proche des dossiers, ça veut dire que des décisions peut-être. Et donc, même si on ne comprend pas, bon, celui qui obéit n'a jamais tort. Il faut d'abord obéir avant de... avant de réclamer peut-être. Vous savez, il y a le chef, mais parfois c'est un amateur. Et la présence des juristes d'entreprise est plus que jamais indispensable, obligatoire dans les entreprises. Vous prenez des décisions, vous sanctionnez, d'accord. Mais lorsque vous avez un employé averti, un employé cultivé, ou bien peut-être, mais ce n'est pas lui-même, mais peut-être il est issu d'un environnement où ils sont cultivés, peut-être quand vous gâtez pour quelqu'un, toute la famille réagit, et cherche les voies et moyens pour rétablir leur fils ou leur fille, ou bien leur époux ou leur épouse, parce qu'ils se disent, mais attention, il me fait du tort là. Oui. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Le chef se retrouve devant le fait accompli, il a pris une sanction, mais là, ça ne répond pas à la norme. Nous sommes dans un pays de droit, et il y a les textes qui prévoient tout. Rien ne se fait selon le bon vouloir du chef. Donc, mais le chef ne le fait pas parce que, dans un effet de nuisance, il le fait selon son ressenti. Mais nous sommes dans un pays de droit, il faut respecter les tests et encore. Cette culture de recruter des juristes d'entreprise, ce n'est pas un salaire perdu, c'est au contraire une manière de donner bonne image et de faire respecter votre institution. Une entreprise qui ne remporte pas un procès ou bien qui reçoit des injonctions, ce n'est pas une bonne image. Et ça ne renforce pas le chef dans son fauteuil. Puis il se dira, tel employé l'a traîné la fois dernière, il a eu tort, moi-même je vais le faire. Et vous installez un esprit de revendication, un esprit de rébellion en permanence dans l'entreprise. Ce n'est pas bien. Très bien. Nous allons poursuivre avec la pensée du jour. La pensée de ce matin nous vient de Dominique Walton. Dans la communication, le plus compliqué n'est ni le message, ni la technique, mais le récepteur. Dans la communication, le plus compliqué n'est ni le message, ni la technique, mais le récepteur. Oui, alors c'est une citation assez... Très claire, c'est très clair. Oui, c'est bien, c'est parce que en fait, le récepteur, il comprend tel qu'il est et non tel que vous l'avez dit. C'est ça. En fait, chacun de nous est un être subjectif. C'est ça. Et nous regardons tous les mêmes choses, mais nous ne voyons jamais les mêmes choses. Nous entendons les mêmes choses, mais nous ne comprenons pas les mêmes choses. Et c'est ça le plus difficile. Parce que comme on vous a dit, vous comprenez non pas tel qu'on l'a dit, mais tel que vous êtes. Avec vos a priori, vos préjugés, votre façon de voir le monde. Et c'est ça le plus difficile. Et pour se faire comprendre, il faut intégrer l'univers du récepteur. Chaque récepteur. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile, mais on doit le faire. Et ça fait partie de la communication. Tu veux communiquer, c'est créer la compréhension pour pousser à l'action. L'action qu'on recherche. Donc, lorsque vous n'avez pas l'effet que vous recherchez, c'est que c'est pas compris. Simplement. Émeric. Oui, je crois que la pensée est très claire. C'est comme l'a dit le DG tout à l'heure. Quand on parle de communication, c'est d'abord la manière dont la personne interprète ce que vous lui envoyez comme message. Et le récepteur est libre d'accueillir le message tel qu'il le conçoit, tel qu'il le veut. Donc, je pense que il faut intégrer le cœur du récepteur pour pouvoir passer le bon message afin que même s'il ne le perçoit pas de la façon dont vous voulez, quand même qu'il y ait le minimum en termes
du contenu du message. Que la rétroaction, le feedback, Le soit feedback, c'est c'est ça, le retour. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire recours à une agence. On poursuit la recette. L'auteur essaie de nous dire qu'il faut s'assurer que le message est passé. Parce que quand c'est mal fait, c'est fini. Peu importe la manière dont on le fait, il faut toujours s'assurer que le récepteur voit le message dans le même sens que vous. Et Dominique Walton est né le 26 avril 1947 à Douala. Il est un sociologue français, directeur de recherche au CNRS en sciences de la communication. Il est spécialiste des médias, de l'espace public, de la communication politique et des rapports entre sciences techniques et société. Très bien, merci. Donc, autre chose? Quelques notes d'humour. Oui. Quel est l'objectif de cette réunion déjà? De préparer la prochaine. Et quelqu'un répond, c'était pas l'objectif de notre dernière réunion. Tout est dans la communication. Quand vous faites des réunions, pour préparer une autre réunion. L'importance des réunions est fondamentale. Et il y a beaucoup d'entreprises qui perdent cette habitude de plus en plus. Soit c'est le chef qui n'a pas le temps, soit attention les collaborateurs qui ne viennent pas à l'heure. Et finalement, dans une entreprise, en une année, peut-être que le chef d'entreprise fait une ou deux fois, ou peut-être même pas de réunion, il prend chacun individuellement. Si vous finissez de prendre chacun individuellement, mais c'est une fois par mois. Prenez l'habitude de rassembler tout le monde. Ça permet d'harmoniser la communication. Puis ce qu'il s'entend, il est à rapporter à Y. Ce que Y attend, il est à rapporter à Z. Mais là, c'est le chef qui parle simultanément à tout le monde. Il n'y a plus de déformation. Encore que les objectifs de la réunion doivent être bien compris. Bien compris. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas venir et s'asseoir et ne rien comprendre et ne rien retenir, se lever. Et encore une autre fois, on va vous appeler pour une autre réunion et vous ne saurez toujours pas pourquoi vous êtes venu. Justement, il ne faut pas que tout le temps vous convoquez des réunions sur des réunions dont on ne comprend finalement pas le contenu, les objectifs. Donc il faut vraiment faire des réunions, mais quand même des réunions objectives, des réunions quand même qui puissent rassembler le personnel. Parce que vous savez, quand vous passez une information, je crois que c'est individuel. Chacun prend l'information individuellement comme il le veut. Maintenant, quand il y a ces genres de rencontres, quand il y a ces genres de réunions, ça permet à ce que vous puissiez vous rencontrer, pour que vous puissiez partager l'information de la même façon. Parce que la façon dont moi je le comprends, je peux l'expliquer à mon collègue, voilà, à mon collègue, pour qu'il puisse percevoir la même information de la même manière que moi, voilà. Et il faut beaucoup éviter les réunions d'humiliation. Et nous le déconseillons beaucoup aux chefs, là, ceux qui ont quand même cette présence d'esprit de nous associer à leur gestion. La réunion d'humiliation, c'est que vous faites une réunion, vous appelez un employé, c'est lui qui est au cœur de la réunion. Ce n'est pas encore mauvais. Ça, ce n'est pas encore mauvais. Mais c'est la manière dont la réunion est conduite. Lorsque vous le déshabillez, vous le réduisez au néant, il perd la face devant ses collègues. Et s'il a l'habitude de venir les matins, quand il vient au boulot, il salue tout le monde, il part de bureau en bureau pour saluer les gens, il perd sa courtoisie, il vient, il se range dans son bureau, et c'est seulement à l'heure de la pause, vous le voyez peut-être dans les escaliers, il dit « Ah, tu étais là depuis le matin », parce qu'il a perdu sa crédibilité, il a perdu son intégrité. Mais puisque nous sommes des êtres d'émotion, l'émotion l'amène à se cacher. Autre chose, Nafissa? Est-ce que c'est les objectifs trimestriels? Demande un patron à son employé. Et non, champion, c'est les nouveaux objectifs mensuels. C'est-à-dire que les objectifs sont déjà au-delà de ce qu'il prévoit, peut-être bien de la capacité de l'employé, peut-être, Alexis. Alors, autre chose? Est-ce que les sources de ce rapport sont fiables? Soyez tranquille. C'est le cousin de la belle-sœur du boulanger qui a entendu un expert le dire dans un bar. C'est fiable. C'est très fiable, donc. Les sources des rapports. Oui, c'est bon pour l'humour. D'accord. Une histoire. Il faut retenir que l'histoire de la communication est aussi ancienne que l'histoire de l'humanité. Depuis les origines, l'homme a eu besoin de communiquer. Pour cela, il mit au point des codes, des alphabets et des langages, paroles, gestes de la main, signaux de fumée, tam-tam, documents écrits. Tout était bon pour véhiculer le message. En 1464, ce fut la création de la poste royale
par Louis VI. En 1794, Claude Chappe propose le télégraphe optique. Chaque lettre de l'alphabet est codifiée par une position des bras articulés fixés sur un mât. Nous pouvons remarquer l'absence de la lettre J. I et J étaient confondus, mais ces différents mécanismes de transmission avaient leurs inconvénients. Les signaux sonores et visuels ne pouvaient pas être utilisés sur des longues distances et dans n'importe quelle condition. Le document écrit transmis par des messages mettait trop de temps à arriver. Ce n'est qu'avec la fée électricité que le télégraphe électrique vit le jour. Un nouveau code télégraphique fut établi par Samuel Morse en 1837 et l'administration du télégraphe fut créée. En 1854, un premier projet de téléphone fut proposé par Charles Bousselet et refusé par ses supérieurs et l'Académie des sciences. Il faut aussi noter qu'en 1848, énoncé du principe de transmission d'images mais sans possibilité de réalisation matérielle. C'est ici que commence l'histoire de la télévision aussi, une forme de communication. La chronologie de la communication. 1904. Le tube électrique d'Edison met au point les tubes à vide. Les télécommunications passent à l'ère électronique. Les lampes d'Edison permettront la naissance de la radiophonie. 1930. La BBC commence à télédiffuser des émissions régulières. 1931, Henri de France fait une démonstration officielle de télévision aux Havres. 1943, le premier calculateur électronique fut construit. C'est le début de l'ère du traitement électronique de l'information. 1848, la découverte du transistor par William, Walter Brattain et John Baden donne naissance à l'électronique moderne. 1559, invention de la puce circuit intégré au silicium. 1962, la télévision franchit l'Atlantique dans la nuit du 10 au 11 juillet 1962. Le satellite achemine depuis les États-Unis la première retransmission vers l'antenne en Bretagne. 1968, premier ordinateur utilisant des circuits intégrés. 1969, le 21 juillet, Armstrong pose en direct le premier pied humain sur la Lune. 1975, Altair, premier ordinateur personnel. 1990, lancement du World Wide Web sur Internet. 1993, commercialisation du microprocesseur Pentium par Intel. Très bien. En fait, toutes les étapes de l'évolution de la technique, de la communication également. Alors, merci Nafissatou pour toutes ces informations. Alexis Segnangeno, nous avons parlé de communication. En tant que chef d'entreprise, je voudrais quand même que vous partagiez avec nous peut-être un moment important ou bien des difficultés, peut-être de mauvaise communication, que peut-être vous avez observé, étant donné que vous avez accompagné plusieurs entreprises aussi, ou même au sein de votre entreprise, pour essayer de nous dire comment vous avez géré pour tous ces téléspectateurs, tous ces chefs d'entreprise qui nous regardent. Merci. Je me rappelle d'un cas un peu cocasse et difficile pour le chef d'entreprise que je suis. Il nous était arrivé d'aller à un séance de briefing avec des boss d'une compagnie aérienne qui était en gestation. Alors, l'idée était qu'on nous a invités pour que nous puissions mettre en place une stratégie de communication pour le lancement de la compagnie. J'ai été allé avec 2 techniciens européens qui travaillaient avec moi. Un spécialiste en son, l'autre spécialiste en audiovisuel, parce qu'on devrait peut-être des spots, tout ça. Alors, au cours du briefing, un de mes collaborateurs européens a posé une question malheureuse, malencontreuse au DG de la compagnie. Il dit, mais est-ce que vous avez des autorisations
pour pouvoir atterrir dans les grandes capitales européennes comme Paris. Et là, il a mis du feu sur l'essence. Le patron a dit, mais c'est à vous maintenant, agence, de nous apprendre notre métier de gestionnaire de compagnie aérienne. Est-ce que les autorisations, ça vous concerne? Ce n'est pas à vous de nous apprendre notre métier. Vous faites la communication, on vous a appelé pour nous accompagner. Mais là, la réunion a dégénéré. Wow. Ah oui, on a vu du feu. On a vu du feu. Alors, en tant que responsable de l'agence, je suis intervenu, j'ai essayé comme une tortue renversée, d'essayer de rapistoler, et finalement, comme entre nous, Béninois, on finit toujours par se comprendre, j'ai éteint le feu. Mais c'est des erreurs de communication catastrophiques. Et là, l'Européen, il n'a pas compris. Parce que, en fait, le DG a pris ça comme un peu de la condescendance, un peu de la suffisance. Ça dit quoi? Ça veut dire que nous, Africains, nous lançons on ne connaissons rien. On ne connaît rien. Alors, et c'est ça le problème de communication. Mais ce n'était pas dans cette intention, l'autre était. Voilà. Alors, finalement, comme on a eu le business, on a assisté, on a fait Cotonou, Abidjan sur le vol inaugural. On a passé la journée à Abidjan, restauration, tout ça, on est revenu. Voilà, mais c'est ce qu'on veut vous dire. Ce n'est pas ce que nous disons qui est important, c'est ce que l'autre, le récepteur, a compris. Comprend. Mais quelle a été votre réaction après face au collaborateur? Non, après je l'ai dit, bon, c'était un peu maladroit tout ça, mais je ne les amènerai plus vers les clients. Quand je dois aller à la clientèle, je vais moi avec des assistantes commerciales. Parce qu'en fait, vous savez, il faut toujours flairer son client, savoir lui parler. Eux, c'est des techniciens. Ils sont très bons, mais ils n'ont pas ce flair-là. Donc, moi, je n'allais plus à la clientèle. Alors, ça m'amène à une question. Nous avons très peu de temps. Est-ce que quand on va quand même en réunion avec des collaborateurs, le collaborateur doit se taire forcément ou savoir quand parler ou demander la parole? C'est pas. Est-ce qu'il a le droit de parler ou bien Il a le droit, le collaborateur a le droit de parler. C'est pour ça qu'il va avec vous. Parfois, il vous rappelle ce que vous avez oublié. Tout ça, il parle. Mais vous savez, vous excusez, selon l'éducation, nous en Afrique ici, on est très sensible au langage. C'est ça. Il faut connaître les réalités. Vous connaissez les codes verbaux et non verbaux. Absolument. Les Européens, ce n'est pas forcément la même chose. Oui, c'est vrai. Pour mon collaborateur européen, mais il n'a rien dit de grave. Mais c'était quand même dangereux, c'est la catastrophe. Donc, voilà, moi, je dis, je vais toujours à la clientèle avec des collaborateurs, j'ai toujours le chef projet qui va avec moi actuellement, mais c'est un Béninois. Un Béninois se comprend un peu plus facilement. Très bien. Voilà, c'est ça. Alors, Nafissat, il faut avouer sur cette question, le rôle du collaborateur, il peut parler, il ne peut pas parler. Et cela m'amène à partager une petite expérience. Très rapide, 1 minute. Le directeur qui veut parler chaque fois qu'elle a l'occasion de placer sur un média. Mais en temps, il a un collaborateur qui était très bien. Et chaque fois, nous, en tant que coach de son entreprise, on lui recommandait d'envoyer ce collaborateur. Mais il voyait, c'était de la publicité qu'il faisait gratuitement pour le collaborateur et il pouvait aller lui-même. Et ça, mais chaque fois qu'il partait, ce n'est pas le succès. Et ça nous a amené désormais à créer notre activité, les représentations de communication sur les médias. Si bien qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez aller sur une chaîne ou bien sur des plateaux de radio, ainsi de suite, vous pouvez vous solliciter et nous venons intercommuniquer pour votre produit et pour le compte de votre entreprise de façon ponctuelle. Parce que le chef a du mal parfois à déléguer le collaborateur. Très bien. Alors, Nafissat, vous avez aussi peut-être un regard sur comment est-ce que tout cela se fait. Même si vous nous avez donné beaucoup d'informations ce matin, je voudrais quand même avoir votre avis sur la question avant qu'on le referme. Si je dois donner mon avis sur le sujet, je vais rejoindre Dominique Walton. En communication, il faut toujours s'assurer que votre récepteur comprend ce que vous êtes en train de lui dire. L'histoire que le DG vient de raconter est une preuve de la situation. Quand vous dites lundi et votre collaborateur comprend dimanche, et vous devez vous assurer qu'il
qu'il comprenne ce que vous dites. Parce que si vous dites lundi et il comprend dimanche et il fait ces choses sur dimanche, je vois que vous n'allez pas toujours vous comprendre et ça peut endommager vos liens ou bien créer des discordes dans le travail. Donc, il faut toujours s'assurer. Et si on ne comprend pas, il faut toujours demander. Ne pas être fatigué de poser des questions. Il faut toujours demander pour être sûr que vous avez compris ce qu'on est en train de vous dire. Très bien. Merci beaucoup, Nafissat. Juste un mot pour conclure. Je prends votre mot pour conclusion, Nafissat. Allez, Émeric d'abord. Je crois que la communication, c'est tout ce qu'on vient de dire. Hein. On a déjà tout dit. Communiquer, c'est créer la compréhension. Oui. Communication externe, référez-vous à une agence. Communication interne, référez-vous à un coach d'entreprise. Merci. Et nous sommes là. Communiquer, c'est ce que vous dites, mais c'est beaucoup plus ce que vous ne dites pas verbalement. Merci infiniment à tous pour ce partage d'expérience, toutes ces informations que vous nous avez apportées. Nous espérons, chers amis téléspectateurs, que vous avez eu du concret dans la communication d'entreprise, dans la communication interne de votre entreprise également, les outils que vous avez en main, comment est-ce qu'il faut procéder pour pouvoir faire rayonner ou atteindre les objectifs de votre entreprise. N'oubliez pas d'intégrer vos collaborateurs. Nafissatou Hassani, Alexis Nyanguenon, Émeric Okupeli, Justine Oviera, merci infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée et rendez-vous demain.